Et on va passer à la conférence suivante qui va être présentée par le docteur Ahmed Samt qui va nous parler des indications et recommandations dans la chirurgie des tumeurs surrénaliennes. Mon cher confrère, à vous la parole. Merci pour m'avoir accordé cette occasion pour parler des indications et recommandations dans la chirurgie des tumeurs surrénaliennes. Et en fait, en guise d'introduction, on sait bien que l'incidentalome et les tumeurs surrénaliennes ont une incidence qui varie entre 3 et 10%, mais le taux de malignité, il est inférieur à 5%. Donc c'est assez rare comme pathologie, les formes malignes de la surrénale sont assez rares. Et du coup, voilà un tableau qui est publié dans les recours du CCFU 2022-2024. Il résume l'épidémiologie des tumeurs surrénaliennes et de l'incidentalome. Et donc, on peut remarquer que voilà, les taux de formes malignes comme le phéochromocytome malin, c'est inférieur à 1%, donc c'est assez rare. Et c'est pourquoi, actuellement, les sociétés savantes recommandent que la prise en charge des tumeurs surrénaliennes doit être prise en charge d'une façon multidisciplinaire, c'est-à-dire associant plusieurs disciplines, urologues, endocrinologues, oncologues, radiologues et médecins nucléaires, en plus des anesthésistes. Et que la prise en charge en globalité et chirurgicale doit être faite auprès de centres experts qui sont en accord avec, en contact avec les centres nationaux et internationaux de chirurgie de la surrénale. Donc, première recommandation, c'est que cette chirurgie doit être faite dans un centre expert et la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Après, pour le plan de ma présentation, j'ai essayé de suivre celui du plan du rapport publié dans le rapport du CAFU 2022-2024. Et donc, on va parler des indications et des recommandations de la chirurgie des incidentalomes et de la tumeur surrénalienne en général, puis détailler un peu les spécificités de la prise en charge chirurgicale des carcinomes cortico-surrénaliens, les phéochromocytomes, et puis un petit mot à propos des métastases surrénaliennes. Et pour commencer, les tumeurs surrénaliennes et l'incidentalome, quand est-ce qu'on va opérer ces patients et ces tumeurs? Donc, dans cette situation, il faut se baser sur trois critères essentiellement. L'activité hormonale, est-ce qu'il y a une hypersécrétion hormonale? Deuxième critère, taille, la taille de la tumeur. Et puis, les caractéristiques radiologiques, ça veut dire est-ce qu'il y a vraiment des signes qui évoquent la malignité dans les examens radiologiques. En gros, ce qui est recommandé par les sociétés savantes, c'est que devant une tumeur surrénalienne unilatérale, non fonctionnelle, sans caractéristiques radiologiques de malignité, l'indication opératoire, elle ne se pose pas. Donc, premier critère, l'activité hormonale. En fait, l'indication opératoire, elle se pose où il y a des signes d'hypersécrétion hormonale qui doit être symptomatique ou possisymptomatique, c'est-à-dire une hypersécrétion biologique qui a une traduction clinique. Et là, je vais répondre à la question du professeur Haslimet de tout à l'heure. C'est concernant les adénomes cortisoliques infracliniques, où on a une situation d'une hypersécrétion sans traduction clinique. Et là, l'indication opératoire, elle n'est pas systématique. C'est discuté cas par cas, surtout qu'on sait bien que moins de 30% des adénomes cortisoliques sécrétants infracliniques évoluent vers un syndrome de Cushing patent. Et donc, si hypersécrétion symptomatique, l'indication se pose. Dans la situation où on a un adénome sécrétant infraclinique, ce n'est pas systématique, sauf pour la situation où on a un phéochromocytome qui est sécrétant sans signe de clinique, et là, l'indication opératoire se pose. Deuxième critère, la taille. En fait, ce qui est recommandé par les sociétés savantes, c'est de poser l'indication opératoire si la taille est supérieure à 4 cm. En fait, ce cutoff en taille, il est choisi d'une façon, disons, arbitraire, sans se baser sur des données scientifiques solides. C'est-à-dire, on sait bien que la majorité des carcinomes cortico-surrénaliens ont une taille qui dépasse les 6 cm au moment du diagnostic. Deuxièmement,
Pour les tumeurs surrénaliennes dont la taille est supérieure à 6 cm, il y a un risque de 25% de malignité, alors que ce risque n'est que de 2% si la taille est inférieure à 4 cm. C'est pour dire que, voilà, pour standardiser la prise en charge, il faut fixer un cut-off, et donc c'est 4 cm, et le groupe panel de référence, il a trouvé qu'au-dessous de 4 cm, le risque de malignité, il est très peu probable. En plus, on a assez confiance aux données de l'imagerie, qui est la valeur prédictive de l'imagerie si la taille est inférieure à 4 cm, et surtout, on peut ne pas indiquer des contrôles radiologiques ultérieurs pour ne pas induire des faux positifs. Donc retenez bien la taille au-delà de 4 cm. Pour les caractéristiques radiologiques, troisième critère, donc on va chercher des signes de malignité. Là, ce tableau, il est publié dans le rapport du CFU 2022-2024. Donc, ça résume les caractéristiques d'une tumeur surrénalienne béligne, c'est-à-dire une densité qui est inférieure à 10 unités Hounsfield, un washout absolu qui est supérieur à 60%, un hypermétabolisme, pas d'hypermétabolisme ou métabolisme inférieur au foie, sont les caractéristiques d'une tumeur surrénalienne qui évoquent la bénignité. Et donc, devant une tumeur surrénalienne qui présente des anomalies de contraste avec une densité qui est supérieure à 10, un washout qui est inférieur à 60%, un hypermétabolisme à la TEP, à la FDG, et surtout, s'il y a des signes d'envahissement loco-régional, d'adénopathie ou de métastases à distance, et là, ce sont des caractéristiques de malignité, et la chirurgie, elle est indiquée. La corrélation entre la taille et la malignité, selon les études, il y a une nette corrélation entre la taille et la malignité, c'est-à-dire à mesure que la taille augmente, le risque de malignité augmente. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, la spécificité pour détecter cette malignité, elle augmente à mesure que la taille augmente. Et donc, prenons l'exemple des tumeurs cortico-surrénaliennes, la spécificité des examens radiologiques du scanner, elle n'est que 52% de 52% si la taille est à peu près de 4 cm, alors qu'elle peut atteindre les 98% si la taille est supérieure à 10 cm. Pour le FEU, la spécificité des examens radiologiques pour détecter cette malignité, elle est de 20% si la taille est de 4 cm, alors qu'elle est à peu près de 90% si la taille est à peu près est égale à 8 cm. Et donc, taille et malignité, c'est corrélé, et la spécificité des examens radiologiques pour détecter cette malignité, elle augmente avec la taille. Pour les patients chez qui on a indiqué une surveillance, c'est-à-dire des patients qui ont des adénomes surrénaliens non volumineux, non sécrétants, il n'y a pas d'argument net en faveur de la malignité. Là, on va inclure les patients dans un protocole de surveillance. En gros, c'est TDM ou IRM chaque 6 à 12 mois, ça dépend du profil du patient. Et là, le critère pour sortir du groupe de surveillance est passé à la chirurgie. Quand est-ce qu'on va indiquer la chirurgie? Là, la recommandation des sociétés savantes s'est basée sur les données de cette méta-analyse qui a inclus 4121 patients. Et là, ce sont des patients qui sont porteurs de tumeurs surrénaliennes non sécrétantes, des adénomes surrénaliens non sécrétants. Et on a choisi comme cut-off pour la taille, c'est une augmentation de 1 cm. Et puis, on a remarqué que seulement 2,5% des patients ont passé à la chirurgie. Donc, la moyenne de croissance était de 2 mm sur une médiane de surveillance de 4 ans et demi. Et donc, aucun cas de carcinome cortico-surrénalien n'a été détecté. Et du coup, ce qui est recommandé par les sociétés savantes, c'est que si un patient il est déjà sous surveillance et on va noter une progression en volume de 20% ou bien une augmentation de 5 mm de taille, de grand axe entre les différents examens d'imagerie, et là, il faut indiquer la chirurgie. Pour résumer, donc, les indications opératoires devant une tumeur surrénalienne, c'est en gros une hypersécrétion hormonale qui doit être en général symptomatique,
une taille qui dépasse les 4 cm ou bien une augmentation en taille de 5 mm à 1 cm, ou bien des caractéristiques radiologiques évoquant la malignité. Et donc, la décision va être suite à la réunion d'un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques. Pour les principes et les recommandations concernant la chirurgie des tumeurs surrénaliennes, en gros, c'est une chirurgie qui doit être carcinologique, sans effraction capsulaire. Elle doit emporter la glande et toute la graisse qui l'entoure, donc le tissu péri-surrénalien. Et si on va aborder la tumeur par voie célioscopique ou laparoscopique, on doit utiliser impérativement un sac pour l'extraction. Chirurgie ouverte versus laparoscopie. En fait, la littérature, on trouve dans la littérature presque à peu près 9 cohortes qui ont comparé les résultats de la voie laparoscopique versus la voie ouverte. Ce sont des études qui ont inclus plus de 10 patients, mais toutes les études avaient des problèmes méthodologiques et en plus, aucune étude n'a été randomisée. Et donc, c'était un peu difficile pour élaborer des recommandations, mais pour le groupe expert des références, avec l'expérience clinique du groupe expert, on a pu recommander un cutoff de 6 cm pour aborder les tumeurs surrénaliennes par voie laparoscopique. Et donc, 6 cm, pas de signe d'extension loco-régionale, pas d'adénopathie, elle est indiquée. Donc, ce papier, il peut l'illustrer, il est publié dans l'European Journal of Urology. Donc, on a comparé les résultats oncologiques de la chirurgie ouverte versus laparoscopique dans les situations où on est face à un carcinome cortico-surrénalien. Et là, vous pouvez voir sur les graphes, les courbes sont presque superposables. La survie spécifique et la survie sans récidive sont presque comparables. Si on respecte bien les cutoffs, une taille qui est inférieure à 6 cm, pas de signe d'extension loco-régionale et pas d'adénopathie. Donc, et on peut la recommander. Voilà. Maintenant, on va parler du carcinome cortico-surrénalien. En fait, il est suspecté devant la réunion de faisceaux d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques. Et la chirurgie, elle est indiquée si on est face à une forme localisée. C'est une chirurgie qui doit être faite dans des centres experts. Elle a comme objectif le R0. Donc, c'est une chirurgie qui doit être réalisée en marge négative. Et donc, l'INSAT recommande que si on est face à un carcinome cortico-surrénalien qui est localement avancé, donc comme on avait dit, c'est une chirurgie ayant comme objectif un R0, donc le gold standard, c'est la chirurgie ouverte, et donc la voie la plus utilisée, c'est la voie sous-costale. Donc, et en plus, c'est une chirurgie, comme on l'avait dit, c'est objectif R0, ça veut dire s'il y a un envahissement d'organes de voisinage, on doit emporter en bloc et la tumeur et les organes envahis. Et donc, c'est une recommandation forte. La chirurgie laparoscopique en matière de carcinome cortico-surrénalien, elle a toujours sa place, mais elle est contre-indiquée si la taille de la tumeur est supérieure à 6 cm et s'il y a des signes d'envahissement loco-régional. Et puis, la voie laparoscopique transpéritonéale, c'est elle qui est recommandée, alors que la rétropéritonéoscopie est formellement contre-indiquée, même si la taille est inférieure à 4 cm. L'idée, c'est qu'en fait, il y a peu de chirurgiens qui maîtrisent la voie de la rétropéritonéoscopie en matière du surrénal. Et donc, le groupe panel a vraiment, il a jugé qu'il est plus safe de ne pas la contre-indiquer actuellement et la contre-indiquer. Ce papier, c'est la série de Calcaterra. C'est une étude rétrospective incluant 588 patients porteurs de carcinome
cortico-surrénaliens. On a comparé les résultats des deux voies d'abord. Et là, on a remarqué ce qui est à gauche. C'est une comparaison de deux groupes. Le groupe qui a eu une chirurgie mini-invasive, en rouge, et un groupe qui a eu une chirurgie ouverte. Et donc, les résultats oncologiques étaient comparables. Donc, la survie globale était comparable pour les deux groupes. On a respecté les guidelines, on a eu les mêmes résultats en matière de contrôle carcinologique et de survie globale. Alors que pour les patients, on a comparé les résultats oncologiques de deux groupes de patients. Le premier, ceux qui sont en rouge, sont les patients qui ont eu une procédure laparoscopique entière, alors que ceux qui sont en bleu sont des patients chez qui on a commencé par la laparoscopie, puis on était obligé de convertir. Et là, on peut remarquer qu'on a perdu de survie globale. Donc, ce qui est recommandé par les sociétés savantes en matière de prise en charge de carcinome cortico-surrénalien, c'est au moindre doute, il faut planifier d'emblée une chirurgie ouverte. Ça sera mieux que commencer en laparoscopie et puis convertir. La place du curage ganglionnaire, est-ce qu'il est indiqué pour la prise en charge des carcinomes cortico-surrénaliens? Là, il est recommandé par les sociétés savantes, l'INSAT le recommande, mais c'est un curage de stadification et les limites de ce curage sont encore débattues. Il est recommandé, stadification, limite encore floue. Pour la chirurgie des récidives des carcinomes cortico-surrénaliens, là, l'INSAT, elle recommande fortement la chirurgie de la récidive si les patients sont qualifiés de bon pronostic, c'est-à-dire sont des patients chez qui la récidive elle est survenue de façon tardive, le taux de KI 67 bas et la chirurgie de la récidive est possible. Ces patients sont candidats à une chirurgie de récidive. Il est fortement recommandé de les réopérer en vue d'avoir un R0 possible et la voie laparoscopique elle est contre-indiquée dans ce cas. Pour les carcinomes cortico-surrénaliens métastatiques, en fait, est-ce qu'on va opérer, c'est-à-dire c'est par analogie au cancer du rein post-métastatique? C'est discuté cas par cas, c'est fait dans des centres qui sont experts, et là, c'est une recommandation qui est encore faible. En fait, si on peut atteindre le R0, c'est-à-dire on opère la tumeur surrénalienne avec la chirurgie des métastases ou bien un traitement focal pour les chirurgies de métastases, il est recommandé faiblement et c'est fait pour des patients qui sont bien sélectionnés. Pour le phéochromocytome, donc il est suspecté sur des données cliniques et biologiques, la réunion des faisceaux d'arguments, la chirurgie doit être, comme on l'avait dit, pour toute tumeur surrénalienne carcinologique auprès d'un centre expert. Et pour les phéochromocytomes de faible potentiel de malignité, le sacrifice d'organes de voisinage n'est pas recommandé, le sacrifice systématique n'est pas recommandé, le curage systématique n'est pas aussi recommandé. Et puis la voie laparoscopique, elle est indiquée, elle est possible, elle est faisable si la taille est inférieure à 6 cm. Et puis la voie d'abord, bon, j'ai trouvé ce papier, en fait, c'est une méta-analyse qui a inclus 626 patients qui compare les deux voies d'abord et en matière de fluctuation hémodynamique. Et on a pu remarquer que voilà, on a moins de fluctuations hémodynamiques lors de la chirurgie du phéochromocytome ou dans la situation où on est en laparoscopie, vous pouvez le constater sur le graphe. Et donc, mais ce sont des données qui sont rétrospectives. On ne peut pas juger de la supériorité de la laparoscopie par rapport à la chirurgie ouverte. On comprend peut-être, c'est plus facile de repérer la veine surrénalienne, de la ligaturer sans trop manipuler la tumeur, mais il n'y a pas de données assez solides pour juger de la supériorité de la voie laparoscopique par rapport à la voie ouverte. Pour le phéo aussi, on sait bien, on l'avait dit que la manipulation de la tumeur elle entraîne des variations de la pression artérielle, donc il n'est pas recommandé
de trop manipuler la tumeur lors de la chirurgie du phéochromocytome. Et il est recommandé de ligaturer d'une façon première la veine surrénalienne, ce qui va entraîner une chute de tension. Et ça nécessite une collaboration entre chirurgiens et anesthésistes. C'est pourquoi cette chirurgie doit être faite auprès de centres experts. Et on a l'impression que par la voie rétropéritonéoscopique, on a moins d'hypotension. C'est indiqué dans cette étude, mais ce sont des données rétrospectives, ce sont juste des impressions. Elle est faisable, soit par voie transpéritonéale ou rétropéritonéale. Pour le phéochromocytome malin, qui est fort suspect de malignité, et là, la chirurgie ouverte, c'est la voie d'abord qui est recommandée. On ne parle pas de la paroscopie. L'objectif, c'est toujours le R0, c'est-à-dire on doit sacrifier des organes de voisinage pour avoir le R0, mais particularité du phéochromocytome suspecté malin, là on peut tolérer un R1 sur une faible surface quand le sacrifice d'organes de voisinage est très morbide. En plus, le curage systématique, il n'est pas encore recommandé, même en situation où on suspecte un phéochromocytome malin. Pour le phéochromocytome métastatique, possimétastatique, en fait, la chirurgie ouverte est recommandée. Si on arrive à enlever la tumeur et les métastases, c'est encore c'est le sujet de protocole d'études. Et pour la chirurgie de blocking, c'est-à-dire on va enlever juste la tumeur et on va laisser entre guillemets les métastases. Elle est indiquée quand le patient, on n'arrive pas à contrôler la charge hormonale par le traitement systémique. Concernant les métastases surrénaliennes, en général, le contexte il est souvent clair. La chirurgie laparoscopique, en général, elle est faisable. Et en cas de maladie localement avancée, on va passer à la chirurgie ouverte. Un petit mot à propos des tumeurs surrénaliennes bilatérales. En fait, il faut appliquer les mêmes recommandations concernant la prise en charge du tumeur surrénalienne unilatérale, c'est-à-dire pour le diagnostic et pour la chirurgie. En situation où on est face à une tumeur surrénalienne bilatérale, il n'est pas conseillé de réaliser une surrénalectomie bilatérale parce que ça va ajouter une morbidité très importante, même avec le traitement substitutif. Donc, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Dr Sam, pour cette très intéressante et très complète conférence, et surtout pour le respect du timing, ça c'était super. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, une question là-bas. Merci, Dr Sam, pour cette présentation. J'ai une question à propos pour les tumeurs surrénaliennes localement avancées. Est-ce qu'il y a une indication de faire une néphrectomie associée pour les tumeurs surrénaliennes malignes avec une taille supérieure à 4 ou 6 cm qui sont localement avancées? En fait, il n'y a pas une indication à une néphrectomie systématique en cas de cancer ou carcinome cortico-surrénalien ou une tumeur surrénalienne maligne. On doit obéir toujours au principe d'avoir une chirurgie en R0. Si le rein il est envahi, voilà, il faut indiquer une néphrectomie, mais sinon, la néphrectomie systématique, elle n'a pas de place en matière de chirurgie surrénalienne. Merci. J'ai une autre question à propos. Est-ce qu'il y a un traitement adjuvant s'il y a récidive locale ou avec R1? S'il y a de la résection, elle est incomplète de la tumeur surrénalienne, est-ce qu'il y a un traitement adjuvant après la chirurgie? En matière de carcinome cortico-surrénalien, ça dépend des protocoles et c'est discuté cas par cas, même en chirurgie R1, en matière de carcinome cortico-surrénalien, même en chirurgie R1, si la discussion, ce n'est pas systématique d'indiquer un traitement adjuvant, mais il a sa place. Et donc, devant une chirurgie R1, ça va être discuté cas par cas. Est-ce que c'est la surface du R1 et voilà, et on va discuter aussi le profil du patient parce que, comme on le sait tous, la morbidité du traitement systémique elle est très importante. Donc ça se discute
cas par cas, dans des réunions multidisciplinaires, et il a sa place. Merci. Je vous en prie. Donc, s'il n'y a pas de questions au panel, je n'ai pas de questions sur Zoom et pas de Oui. questions sur le chat. Ah, vas-y. Oui. Tu peux Oui. poser ta question. Mettez-le sur l'écran. Mettez Dr. Merci, Zoueli sur Dr. l'écran. Samt. Je vous félicite pour cette présentation complète et bien précise. J'ai une petite question, c'est à propos des des carcinocortico-surrénaliens, des corticosurrénaliens, avec des métastases à distance. Y a-t-il une indication à la chirurgie cytoréductrice, comme vous avez dit, de debulking surgery? Donc, la chirurgie de déblacking en matière de carcinome cortico-surrénalien. Je n'ai pas parlé de ça j'ai fait exprès de ne pas parler de ça. En fait, pour les tumeurs surrénaliennes malignes, le phéochromocytome malin et le carcinome cortico-surrénalien, on peut trouver la chirurgie cytoréductrice de déblacking. Mais en matière de carcinome cortico-surrénalien, c'est juste pour réduire la charge hormonale en situation où on n'arrive pas à contrôler la charge hormonale par le traitement systémique. On indique cette chirurgie et c'est une décision pluridisciplinaire. Alors que pour le phéochromocytome, c'est pour réduire aussi la charge hormonale, mais on a l'impression, ça semble, que ça améliore les résultats oncologiques des traitements systémiques. Il n'y a pas de données assez suffisantes pour confirmer ça. On est loin d'avoir des données suffisantes pour la recommander, mais on a l'impression que, en plus de la réduction de la charge hormonale du phéochromocytome, qu'on a gagné en termes de résultats oncologiques. Donc, merci, Dr. Samet.